Bonjour à tous, Interaction chaque vendredi, midi 30, 13h, votre émission interactive, votre fonds de gestion transparent en compagnie de Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Et d'Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Bonjour. Hubert. Bienvenue messieurs, on attaque tout de suite par la rubrique Tendance pour faire le point sur l'actualité. Alors, on commence chaque semaine, Hubert, par un petit tour d'horizon des valeurs qui sont illustrées cette semaine sur le CAC 40. On les découvre ensemble. Donc on a un CAC 40 qui baisse à peu près comme tous les marchés mondiaux. Moins 2,54. Oui, moins 2,54. Hier soir. C'est à peu près ce que fait l'indice DAX. C'est ce que font pratiquement tous les marchés. Il y en a qu'un qui ressort en hausse, mais c'est probablement un effet de comparaison qui est Tokyo. Et il y a un indice qui est en hausse sur la semaine, c'est notable, c'est l'indice VIX, le fameux indice de la volatilité sur le Standard & Poor's. Donc, bon, et on dévoile le signe que ça suspense. baisse. Interaction fait un peu moins mal, moins voilà. 93% cette semaine. Alors, les valeurs qui s'illustrent sur le CAC. Alors, les valeurs qui s'illustrent sur le CAC, il y a de la revanche. Les deux premières, c'est de la revanche. Crédit Agricole, c'est celui qui avait douillé pour un petit peu trop suite au flou. C'est plus un flou stratégique. On aimerait savoir où va aller le management. Et L'Oréal, c'est de l'ajustement. C'est-à-dire qu'à la publication, on dit c'est mauvais. À l'étude de la publication, on dit c'est moins mauvais que si c'était meilleur. Et puis, bon, tu vas peut-être pouvoir en parler. 0,9% de la baisse qui fait 2,54 et sur deux valeurs. Et oui, puisque je suis chargé de parler des moins bonnes contributions. Total et Sanofi, vous les retrouvez toutes les deux, avec moins 2,81 pour Total, une baisse de moins 2,81. Et dans le même temps, une baisse pour Sanofi assez substantielle de 6,38. Et vous voyez que ça impacte en matière de contribution pas mal le CAC 40, 0,91 effectivement. Hubert le disait, important. On rappelle que la contribution, c'est en effet le poids dans l'indice multiplié par la performance et ça donne en effet cet impact sur l'indice. Donc en effet, même si Total perd entre guillemets que 2,81%, sa contribution est très importante étant donné son poids dans l'indice. Exactement, et puis on peut noter Vivendi dont on reparlera un petit peu plus loin. Bien sûr, c'était aussi une qui a grosse pas mal gamelle cette semaine. Oui, gamelle, oui, effectivement, c'est le terme, qui a impacté le CAC, 0,20 de contribution, on verra que ça a impacté notre fonds aussi. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur l'indice CAC. Hubert, d'un point de vue macro, sinon. Alors, les grands argentiers commencent à nous dire ce qu'ils vont faire. Déjà, on a eu en septembre une espèce de panique suite à une communication catastrophique de la Réserve fédérale. Là, petit à petit, les patrons de la Réserve fédérale, les uns après les autres, viennent nous parler. Et on sait que quand ils parlent, c'est aussi important que quand ils font. Presque plus. Oui, mais on attend quand même qu'ils fassent. On attend une hausse des taux directeurs pour la première fois depuis 7 ans. Ils sont à zéro depuis 7 ans, c'est quand même considérable. Mais on voit bien que ça ne va pas être monstrueux. On attend 0,25. Mais en même temps... C'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. Ce qu'on verra dans nos indicateurs aussi, c'est que ça y est, enfin, le marché commence à le pricer. Les acteurs commencent à sentir le moment venir. C'est intéressant. Et ce qui est intéressant, pour revenir à la cohérence, c'est que nos amis argentiers maintiennent ensemble un territoire ou un terroir plutôt fertile pour l'économie. Et c'est vraiment un intérêt commun. C'est un intérêt de la Fed avec les autres banques centrales. Et alors justement, ça se mesure à un truc, c'est le dollar. Le dollar qui est revenu dans les 1,07 $ pour se payer 1 euro. Donc il y a encore 3 semaines, on disait 1,12, ça va baisser. La direction, on l'a évoqué il y a 3 semaines, la direction, elle a été donnée à la fois par la Banque Centrale Européenne et par la Réserve fédérale. Donc on confirme. Alors la Banque Centrale Européenne, là aussi, on attend une accélération des mesures. Oui, parce que toujours pas d'inflation dans la zone euro. Pas d'inflation du tout, et pas de croissance. Donc, inflation. Les 0,3% de croissance en France. C'est mieux que zéro. Mais on ne va pas triompher. 0,3% en France, 0,3% en Allemagne. L'Italie rebaisse un peu, 0,2%, 0,1% aux Pays-Bas. Alors on dit, ça fait longtemps qu'ils sont en croissance. Ouais. Ça devient un peu l'épaisseur du trait. Je ne sais pas qui disait cette semaine, mais si on compte uniquement sur la Banque Centrale Européenne pour faire de la croissance, on a un problème quand même. Mais bien sûr, ce sont des agents économiques qui vont générer de la croissance. Et puis les 3 facteurs sur lesquels on joue, je le rappelle depuis toujours, et qui ont au cours de ce 3e trimestre été un peu malmenés. Au cours du 3e trimestre, on a eu petite augmentation du prix de l'énergie,
une parité euro-dollar avec un euro qui s'est renforcé face au dollar. Donc tout ça remettait un petit peu en question les raisons pour lesquelles les marchés avaient monté. Or, au troisième trimestre, c'est normal que ces remontées diverses et variées aient impacté la croissance européenne. Oui. Ça ne semble pas surprenant. Voilà, ça. On a des publications qui montrent bien ça, qui montrent bien que ça va bien aux États-Unis, que le dollar a porté. Bon, l'exemple, c'est BIC, qui est 40% Amérique et 25% Europe. On voit bien où est-ce que ça porte et où est-ce que ça ne porte pas. Alors Thomas, vous nous avez apporté les graphiques qu'on découvre cette semaine. On va les découvrir dans un instant. Oui. Quels sont-ils? Alors, c'est les surperformances sectorielles depuis le 30 décembre 2011 du stock 600. En fait, l'histoire ici, c'est de se rappeler qu'on a dans la gestion un horizon de gestion et qu'en 2011, déjà, on voyait se dessiner un certain nombre de grandes tendances sur les devises, l'évolution des 3 devises, sur la baisse du prix de l'énergie et surtout sur le quantitative easing. Juste un mot européen. sur le stock 600, donc c'est l'indice qui regroupe 600 des plus grandes valeurs européennes. Oui, c'est cela. Alors c'est un indice qui a une très grande, qui est intéressant parce que la répartition sectorielle est plutôt bien faite. Et donc j'ai classé par surperformance. Donc le stock 600 depuis le 30 décembre 2011 a pris 70,6%. Et pourquoi 2011? Alors en fait, on a pris un point assez loin pour qu'on puisse se dessiner des tendances. Et assez bas. Et relativement bas, évidemment. Donc, c'est toujours impressionnant de voir 70% de hausse. Ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi, dans le même temps, je l'ai mis pour information, 69,4% de performance pour notre fonds. Ce qui, dans un marché aussi, est très dur à capter, d'autant qu'on se bat avec un fonds qui a 2% de frais de gestion, 2,4% de frais de gestion, contre un indice qui, lui, a un dividende réinvesti, alors que nous aussi, nous encaissons les dividendes, mais nous avons des frais de l'autre côté. Donc, on a réussi à accrocher notre indice, ce qui est plutôt bien. Et à l'intérieur, la dispersion y est quand même considérable. Vous avez, en termes de surperformance, le secteur voyage et loisirs qui a cru de 76%, ce qui est très important. L'assurance, de 75%. L'automobile, de 56%. Au-delà de l'indice, donc le stock 600 par exemple, le voyage et loisirs a pris 146%. C'est considérable. À l'autre bout de la chaîne, qu'est-ce qu'on voit? Toute la tendance et notamment toute l'analyse qui reposait sur les matières premières, on les retrouve dans nos secteurs. Vous voyez qu'ils ont été fortement pénalisés. Alors il y a juste une performance négative des ressources naturelles, du pétrole et du gaz. Services publics, c'est pas les services publics tels qu'on les entend en français, c'est les utilities. Exactement. Alors, il y a de l'énergie, il y a pas mal d'énergie. Il y a pas mal d'énergie dedans. C'est-à-dire que les entreprises comme Veolia qui font des concessions exactement, sont dedans. Oui, mais il y a EDF et Engie, absolument. Le retail a été touché, est en sous-performance, je le rappelle. Sous-performance, ça veut dire que... retail, c'est la distribution. Voilà, que finalement, ils n'ont cru que de 60, un peu moins de 60%. La banque a fait moins bien que l'indice, mais elle a progressé quand même. Et les télécoms, il ne s'est rien passé, si ce n'est des opérations et une dispersion assez grande entre les opérateurs, finalement, suivant qu'on s'appelle Free ou KPN. Et donc, quand on dézoome comme ça, c'est en effet toujours la question qu'on se pose. Est-ce qu'il faut suivre les chevaux gagnants, ou les chevaux gagnants, ça ira mieux, ou les perdants? Suivre a posteriori, c'est facile d'établir ce classement. Ce que je veux dire par là, c'est que notre analyse et toute la partie macroéconomique que nous menons dans les discussions que nous avons dans cette première partie du comité de gestion nous amène à faire des paris importants. Et on le voit par exemple sur les matières premières, le fait de ne pas en avoir nous a fait gagner beaucoup d'argent. Et c'est très dur, effectivement, de battre un indice, on le voit bien, parce que, et vous pouvez avoir, je ne sais pas si en 2011, beaucoup de personnes avaient fait le pari d'avoir de l'accord à l'époque, ou du Melia comme on en a, ou du TUI comme on en a en portefeuille. Nous, on est arrivé plutôt tard, une fois que la confirmation a eu lieu, et on a malgré tout surperformé grâce à ces titres. Donc c'est toute la difficulté de la gestion que je voulais souligner ici. C'est un art, c'est pas un art facile. On peut regarder depuis un an. En effet, on va voir la même chose depuis un an. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on n'arrête pas de dire,
c'est le cycle est en train de se développer lentement, mais se développe. On a Et on les le valeurs d'investissement et les valeurs de consommation. On le retrouve d'abord. Qui arrivent devant. Oui, exactement. Donc on le retrouve d'abord avec un marché qui monte. Donc là, on est plutôt en phase avec ce qu'on a toujours dit d'ailleurs. Et un marché qu'on bat. Je rappelle 14,4% pour Interxion contre 11% pour ce même indice. La surperformance, elle vient d'où? Des biens de consommation dont nous avions parlé au cours de nos émissions. De l'alimentaire, alors ça on en a un peu moins. La construction, on l'avait joué. Le voyage et le loisir, on l'a joué aussi. Et ces secteurs ont surperformé. À l'autre bout de la chaîne, on retrouve à nouveau les ressources naturelles fortement impactées, et pas impactées, pour être clair. Les services publics à nouveau, avec une pression sur les prix qui est assez importante. Le pétrole décevant, mais ça on le savait. Et puis nos amis les banques qui ont toujours un petit peu de mal. Alors je pense qu'on est plutôt à la croisée des chemins sur les banques, et on l'a vu au travers de notre gestion. Bon, ce sera la conversation qu'on aura après dans cette émission sur notre partie consacrée plus proprement parler à la gestion. On passe tout de suite à notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord qui, vous en avez l'habitude, commence par un petit tour du côté des feux tricolores, deux mouvements, un de l'orange vers le vert et un du vert vers l'orange. Alors, le premier indicateur, c'est le niveau des perturbations, l'indice de Richter en l'occurrence, que chacun connaît pour les tremblements de terre, mais qu'on a appliqué à l'économie. Et ça s'arrange, entre guillemets. Pourquoi ça s'arrange? On a parlé à l'instant de l'action. On va le voir, on va zoomer dessus. Voilà. Oui, on va zoomer dessus. On a parlé de l'action concertée des banques centrales. Et cette action concertée, aujourd'hui, de la Fed, de la BCE, de la Banque de Chine, nous permet, ou encore de celle du Japon, cette action concertée nous permet de dire... On y voit plus clair, il y a une cohérence et on la retrouve aujourd'hui dans les indicateurs. C'est pour ça qu'on passe au vert. Et c'est pour ça qu'on passe au vert. Alors, l'orange, stress de refinancement, pourquoi? Alors, il est intéressant cet indicateur de stress de refinancement. Pourquoi? Parce que c'est le signal, justement, que nos amis américains vont probablement remonter leur taux d'intérêt et ça engendre immédiatement un stress. On se pose la question de savoir qui va être impacté, plus ou moins quel secteur, alors que c'est anticipé dans l'économie. C'est anticipé dans nos indicateurs, de bonnes raisons d'y voir un petit peu. Ce que disait Thomas tout à l'heure, moi je crois que c'est très important, les marchés ont ignoré les déclarations de la Réserve fédérale pendant 1 an et demi. Ça va bientôt venir, ça viendra, etc. Ils sont restés de marbre, ils ont un peu varié, mais comme on dit, le 3 ans dans 3 ans, etc. Donc les taux loin n'ont pas anticipé ça. Et là, on commence à l'anticiper, sachant qu'il y a un secteur qui rajoute au stress de refinancement, c'est bien sûr le secteur du gaz de schiste aux États-Unis. Le haut rendement, il vaut plus cher et on paye plus cher le risque. J'aime bien qu'on explique les graphiques là. Le fait qu'on revienne en territoire négatif, donc ça explique ce niveau de stress. Oui, c'est une augmentation du stress. Pourquoi? Parce que les agents ne savent pas. Jusqu'à maintenant, l'argent était facile. On la fournissait à tout le monde sans discernement. Aujourd'hui, en remontant ces taux d'intérêt, le refinancement va être un petit peu plus compliqué. D'où le stress qu'on voit. C'est un stress qui part des États-Unis, ce qui est normal, c'est la première économie mondiale. Et c'est important. Donc ça veut dire aussi, je rappelle qu'on avait l'indicateur précédent qui passait au vert. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi qu'on a acté le fait qu'il n'y a plus un dollar tout puissant et qu'il y a un équilibre des devises qui est en place, qui permet aux économies de se développer. Alors on va être déçus parce que ce ne sera jamais le niveau de croissance qu'on attend. C'est un peu comme les gens qui nous gouvernent. Ils ont toujours du mal à savoir exactement, ou alors ils se satisfont de très peu. Mais toujours est-il que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a de la visibilité. C'est assez sain en réalité, parce que ça veut dire qu'on n'est plus discriminant. C'est-à-dire on ne dit pas tout, n'importe quel émetteur peut se refinancer à n'importe quel prix. Exactement. Donc c'est discriminant. Alors ça pose des problèmes, ça va poser des problèmes sans doute d'un certain nombre de projets dans des pays émergents. Ça pose des problèmes, donc on le voit, mais c'est quelque chose de plutôt sain et qui est plutôt sain pour Interxion, puisqu'on on essaie de choisir. Alors, et on reste en mode 3, vous le voyez sur ce graphique, une météo qui ne change pas. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc